L'enregistrement a commencé, le live est en cours, je vous préviens dès que ça commence. Voilà, vous pouvez y aller. Donc, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour une table ronde, donc un nouveau projet qui met en collaboration nos deux associations. Donc, l'association amicale des étudiants de la faculté de médecine de Strasbourg, l'AEMS, ainsi que l'association étudiante des sciences politiques Forum de Strasbourg. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Sophia Alves. Je suis responsable cursus à l'amicale de médecine et je laisse mon copartenaire se présenter. Olivier. Bonjour à tous, donc moi c'est Olivier Gombert, je suis en 4e année à Sciences Po Strasbourg et membre de l'association Sciences Po Forum qui, comme l'a dit Sophia, co-anime cet événement. On va vous laisser encore quelques secondes afin de vous connecter au live Facebook et de rejoindre cet amphithéâtre virtuel qu'on compose ce soir. Et on va commencer cette table ronde et présenter les enjeux de cette table ronde dans quelques secondes. On espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cet événement. On vous remercie de rejoindre le live et on va se lancer dans quelques secondes. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. On va essayer d'intervenir pour que les intervenants puissent répondre à vos questions en direct. Alors, on me dit que vous êtes déjà quelques-uns sur notre live. Alors, nous allons commencer. Alors, il va sans dire que l'hôpital public et le système de santé en général sont revenus sur le devant de la scène politique ces 2 dernières années. Le premier acte de ce retour était celui des manifestations de l'automne 2019, avec notamment le jeudi 14 novembre 2019, qui a été le théâtre de mouvements de grève et de contestation de la part des soignants pas vus depuis quelque temps, et dont les revendications tournaient notamment autour de 3 aspects: la revalorisation des salaires, la fin des fermetures de lits hospitaliers et la fin de la tarification à l'activité, ou tout du moins sa réduction, au profit d'un nouveau mode de financement des établissements et d'un retour partiel à l'ancien modèle. Donc, ces manifestations ont eu lieu quelques semaines avant, qui éclate vraiment la première grande pandémie du troisième millénaire, donc le Covid-21, qui a été une preuve des difficultés de notre système de santé, mais qui a aussi mis en avant les quelques réussites, donc comment notre système de santé a réussi à renouveler, à s'adapter à la situation, notamment par le travail de nous soignants et de toutes les personnes qui sont en contact de près ou de loin de la santé publique. Donc, nous les remercions et nous les applaudissons pour tout leur investissement cette année et encore les jours qui arrivent, les mois, on ne sait pas. Mais cette crise, cette pandémie a aussi mis en avant quelques difficultés, surtout quelques limites que de nombreux analystes ont mis en lumière et qui mettent en question les politiques qui ont été mises en place par notre système de santé ces dernières années. Et donc les manifestations et les révélations faites par la Covid-19 nous ont mis devant certaines limites de ce système et ça a abouti sur des négociations l'été dernier dont vous avez forcément entendu parler. Il s'agit du Ségur de la santé. On va vous citer certaines conclusions qui ont été trouvées par le Ségur parce que vous allez retrouver tous ces enjeux au travers de notre table ronde et on va les aborder un à un. On a eu par exemple 19 milliards d'euros d'investissement dans le système de santé, 8,2 milliards pour la revalorisation des métiers de la santé, 15 000 recrutements à l'hôpital public, une volonté d'accélérer la sortie du tout tarification à l'activité, le financement de réouverture de lits, essayer de mettre fin au mercenariat de l'intérim médical et le développement, par exemple, du télésanté. Donc, on sait que parmi les personnes qui sont en train de regarder cette conférence, il y aura sûrement de nombreux acteurs du système de santé de demain, donc les futurs soignants, les futurs professionnels de santé. Mais malheureusement, avec les actualités, avec les médias, nous sommes tous inquiets. Donc, quel avenir nous allons avoir? Un avenir qui ne semble pas forcément très radieux. Donc, ensemble, aujourd'hui, avec cette table ronde, nous allons essayer de mettre en avant les différents problèmes,
de notre hôpital public et surtout de réfléchir à certaines solutions que peut-être nous, les prochains professionnels de santé, pourront mettre en place, pourront construire un nouveau système. Et donc, c'est pour ça que nous avons réuni 3 intervenants autour d'une table ronde, donc en virtuel, bien sûr, qui ont différents postes, qui ont différentes responsabilités donc, au sein du système de santé et qui, bien sûr, vont être là avec une grande preuve d'exigence et aussi une pédagogie envers nous. Donc, monsieur, bonsoir. J'espère que vous allez bien et je vais vous demander de vous présenter rapidement quel est votre poste, ce que vous faites. Donc, monsieur Guacho, est-ce que vous voulez bien commencer? Merci, donc merci pour votre invitation. Lara Gauchot, moi je suis professeur en criminologie à la faculté de Strasbourg et je dirige un service de médecine interne à Auxerre. Et je viens de terminer mes fonctions d'assesseur du doyen que j'ai occupé pendant une dizaine d'années, avec notamment ces dernières années un travail particulier au niveau du troisième cycle des internes et des travaux autour de la question de la démographie. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Galli, est-ce que vous pourrez prendre à votre tour l'occasion de vous présenter un petit peu? Oui, merci, bonsoir. Merci pour votre invitation. Donc, Michael Galli, directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Je suis également le président du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire Basse-Alsace-Sud-Moselle. J'exerce au CHU de Strasbourg depuis maintenant 6 mois. Et donc, j'exerce les fonctions de directeur général après avoir exercé celle de directeur général du CHU de Saint-Étienne dans la Loire. Parfait. Et enfin, monsieur Garassu, est-ce que vous voulez aussi vous présenter? Oui, merci pour l'invitation. Paul Garassu, médecin, neurologue, économiste. Je préside l'Union européenne des hôpitaux privés, Fédération d'hôpitaux à Bruxelles. Et c'est plutôt à ce titre que je participerai à votre débat, avec peut-être une coloration un peu internationale sur les questions qu'on a abordées ensemble, avec un seul sujet pour lequel je reste très impliqué en France, qui est le financement à la qualité. Donc, on en parlera volontiers autour des réformes sur la T2A. Merci. Bien, messieurs, ces courtes présentations faites, on vous propose de plonger au cœur de notre sujet, même je devrais dire de nos sujets, en commençant par un premier enjeu, celui de la baisse d'attractivité des métiers de la santé et du soin et de l'hôpital public. Alors, on parle assez souvent d'une fuite du personnel qualifié qui irait du service public au service privé et aussi d'une baisse d'attractivité des métiers du soin en général. Alors, cette baisse d'attractivité pourrait notamment être liée aux questions de rémunération. On rappelle que la France se classe 23e sur 33 dans les pays de l'OCDE pour ce qui est de la rémunération des infirmiers et infirmières. Donc, on aimerait commencer par poser la question à monsieur Guacho, par exemple. Est-ce que la baisse de l'attractivité de l'hôpital public, c'est quelque chose que vous avez ressenti au cours de votre carrière? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui a pu affecter vos activités et est-ce que vous l'avez observé? Oui, effectivement, malheureusement, et on continue de l'observer. Alors, je crois qu'il faut quand même distinguer deux sujets, le personnel, je dirais, soignant d'une façon générale, au sens large, les infirmières en premier lieu, au sens large, et puis les médecins, parce que là, clairement, les problématiques sont, à mon avis, un petit peu différentes. Donc, effectivement, vous l'avez dit, les salaires des soignants non médecins sont particulièrement bas en France et en partie à l'hôpital public, avec des contraintes de statut que je pense que M. Galli sera beaucoup mieux placé que moi pour expliquer. Mais c'est clair que ça joue sur l'attractivité avec finalement des professionnels assez mal rémunérés, on le voit dans les grandes villes, à Paris en particulier, mais aussi dans les grandes villes de province, des salaires qui ne permettent pas, par exemple, à ces professionnels de se loger dans les villes et qui sont obligés, on le voit au quotidien avec les infirmières qui, si elles veulent, habitent souvent 20-30 km de leur lieu de travail. Donc ça, je pense que c'est une vraie question et je pense que peut-être ça sera un des effets collatéraux positifs de la pandémie, c'est de mettre en évidence ce problème de salaire de ces professionnels de santé qui ont quand même des cursus courts et formateurs, professionnalisants, des responsabilités importantes et des contraintes professionnelles d'horaire de travail de nuit, de travail de week-end, qui sont assez peu reconnues, en tout cas d'un point de vue salarial.
Pour les médecins, je pense que la situation est assez différente. Je pense que pour les médecins, c'est vrai qu'à l'hôpital public, le problème est peut-être c'est un des problèmes de l'hôpital public, c'est qu'on est contraint par les statuts, c'est-à-dire qu'en gros, donc il y a les praticiens hospitaliers d'une part, donc encore des hospitaliers purs, et puis les hospitaliers universitaires, qu'on appelle biappartenants, qui sont des statuts différents. Pour le corps des praticiens hospitaliers, c'est vrai que c'est un statut national avec une grille de salaire, des échelons. Et finalement, pour faire bref et un tout petit peu de façon raccourcie, quel que soit le travail accompli et l'investissement dans la carrière, le salaire à la fin va être à peu près le même. Et ce qu'on voit actuellement, c'est effectivement qu'on a du mal à retenir les jeunes médecins à l'hôpital public. Avec, là aussi, à mon avis, deux versants. On a du mal à les retenir sur des carrières hospitalières. On a beaucoup de mal à les recruter sur les carrières hospitalo-universitaires, qui sont des carrières évidemment un peu plus compliquées d'un point de vue cursus, et avec donc un parcours assez long, semé d'embûches, et beaucoup de jeunes médecins qui ont toutes les qualités pour faire une carrière universitaire, qui y renoncent parce qu'effectivement, déjà, je crois que ce n'est pas des questions salariales, c'est une problématique un petit peu plus compliquée, mais je pense qu'on n'aura probablement pas le temps de l'aborder ce soir parce que ça concerne vraiment les postes universitaires. Un décalage entre ce qu'on leur demande de faire, notamment en termes de parcours de formation à la recherche, avec souvent des séjours à l'étranger, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Et puis quand ils reviennent finalement en France, on leur demande de faire l'activité quotidienne, de faire du soin. Et ce décalage-là, souvent, ils ne le comprennent pas. Alors, sur les carrières hospitalières, je crois qu'il ne faut pas se limiter aux questions de salaire. Effectivement, le salaire est assez contraint. Après, il y a des avantages. Dans la fonction publique, c'est la sécurité de l'emploi. Le statut des praticiens hospitaliers, c'est quand même pas mal amélioré ces dernières années en termes de temps de travail, de RTT, enfin, un certain nombre de mesures de protection, je dirais, sociale. Beaucoup de jeunes médecins ne connaissent pas le libéral et ne connaissent pas toujours les contraintes de l'activité libérale. Mais c'est sûr qu'il y a des différentiels de revenus dont certains sont difficilement explicables. Et je dirais qu'à mon avis, ça ne touche pas tellement uniquement la question publique-privée. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est le différentiel qu'il peut y avoir entre les spécialités. C'est-à-dire pour des gens qui ont fait la même durée d'études, en gros, qui vont avoir des temps de travail, des investissements, des responsabilités à peu près équivalentes. Le différentiel en ville, donc sur une activité libérale, peut facilement être de 2, 3, 4 fois les salaires hospitaliers, avec parfois des contraintes moindres, pas de permanence des soins, pas de garde, pas d'astreinte, etc. Et ça, effectivement, je pense que c'est un des éléments de l'attractivité. Mais ce n'est pas le seul, et je terminerai là-dessus. Les revenus sont un des éléments, mais je pense que la plupart des médecins qui décident de rester à l'hôpital public le font pour d'autres raisons. Et ce qu'on observe actuellement, et la fuite, je pense, elle n'est pas tellement liée à la question salariale. Elle est liée, en tout cas dans les grands établissements, au fait que les médecins ne se sentent pas acteurs en fait, de la vie de leur hôpital. Ils font leur travail, mais ils ont l'impression de ne pas avoir de prise en fait, sur ce qui se fait, les décisions qui sont prises dans l'hôpital. Et je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur la question de la gouvernance, mais c'est à mon avis un des éléments sur lesquels il faut travailler pour l'attractivité. Parfait. Monsieur Galli, on sait notamment que cette baisse d'attractivité de l'hôpital public nous oblige notamment à recourir à l'intérim. Or, c'est un processus qui coûte très cher et donc qui est notamment aussi discuté, critiqué par le Ségur de la santé. Donc, nous aimerions avoir votre avis. Est-ce que au quotidien, dans nos hôpitaux actuellement, on utilise ce recours à l'intérim pour combler les postes qui ne sont non pourvus? Oui, alors, il y a la question de l'intérim, peut-être deux mots en complément de l'intervention du professeur Gouachaud concernant la question de l'attractivité des carrières du personnel médical et du personnel non médical à l'hôpital public. Vous avez noté, il y avait un différentiel, lorsque l'on regarde les salaires moyens des soignants au niveau des pays de l'OCDE, il y avait un différentiel en défaveur de la France.
le Ségur de la santé, qui a été conclu il y a quelques mois, a permis de rétablir un certain nombre d'éléments positifs en termes d'évolution salariale, de manière à organiser une forme de rattrapage. Ça, c'est un élément, je crois, qui est important, que ça concerne les soignants ou les médecins. Deuxième élément qui est important, c'est que l'attractivité de l'hôpital public est en partie liée à des sujets de rémunération, c'est un sujet important, en partie lié à des conditions également de qualité de vie au travail. Et là, nous, en tant qu'acteurs de la gouvernance hospitalière, nous savons que, par exemple, ce qui peut perturber très concrètement l'organisation quotidienne d'une infirmière dans nos services, c'est le fait d'être rappelé sur un jour de congé, une difficulté à gérer collectivement des problématiques d'absentéisme qui peuvent conduire à des conditions de travail perçues ou vécues comme difficiles et qui viennent s'agréger à des problématiques salariales. Et donc la question du salaire et la question de la qualité de vie au travail, ce sont deux ensembles qu'il nous faut travailler simultanément. Vous en arrivez à la question de l'intérim. Alors, il existe de l'intérim médical et de l'intérim paramédical. Là aussi, je reviens sur les éléments mis en avant par M. Gouachaud. En réalité, cet intérim se situe dans un certain nombre de spécialités. Par principe, toutes les spécialités peuvent être ouvertes à l'intérim. On sait que l'intérim se concentre, par exemple, si je prends le personnel médical, sur des secteurs sensibles pour lesquels il y a des problématiques de démographie médicale. Je pense à l'imagerie, je pense aux urgences, je pense à l'anesthésie notamment. Donc l'intérim est évidemment coûteux, mais là aussi, je pense qu'on ne peut pas simplement regarder l'intérim que sous l'angle du coût. La vraie problématique de l'intérim, me semble-t-il, indépendamment des qualifications ordinales de chaque médecin intérimaire, c'est que ça peut poser un certain nombre de difficultés. C'est que l'hôpital public, ce sont des services, ce sont des pôles, ce sont des vies de service. Et c'est vrai qu'il est parfois complexe d'intégrer un professionnel médical intérimaire dans une vie de service pour une intervention un jour donné, une semaine donnée, à un moment donné. Et ça, c'est un élément qui est souvent mis en avant, indépendant même du coût. Sur la question du coût, enfin, un certain nombre d'abus ont été révélés. Ils exposent assez différemment les hôpitaux publics en France. On n'est pas tous exposés à la même problématique en matière de démographie médicale. Et on peut noter que la réglementation la plus récente a souhaité caper quelque part le montant de l'intérim. Mais il est clair que ce soit à l'hôpital public ou je pense d'ailleurs également dans les structures privées, la vraie question que pose la question de l'intérim, c'est celle de l'attractivité intrinsèque des carrières, évidemment. Et donc c'est un sujet en effet d'importance. Oui, en effet, Monsieur Galli, merci. Et vous avez en partie parlé de donc, la place de la France dans les pays de l'OCDE. On a la chance de vous avoir, Monsieur Garassu, et votre expertise européenne, si j'ose dire. Quel est, vous, votre ressenti sur cette question-là? Est-ce que la France est en effet plutôt en retard sur ses voisins? Et puis, Monsieur Galli en a aussi parlé, c'est une affaire qui a été attaqué, on va dire, par le Ségur de la santé. Est-ce que vous y voyez une amélioration grâce à ce Ségur? Alors, je vais le redire, je ne vais pas trop parler de la France, mais néanmoins, un Ségur, c'est simplement une question fondamentale de rattrapage d'une pression économique qui était par moments excessive pour tous les acteurs de santé. Et sous l'événement qui est cette crise Covid qu'on n'a pas encore citée, néanmoins, la reconnaissance de la nation, des nations, parce que c'est vrai en Europe, de l'importance des services de santé au service des populations. Donc, ça a mis en exergue une tension qui était une tension de recrutement, une tension de moyens, et je le redis, sous une pression économique qui s'est exercée de façon globalement excessive sur l'ensemble des systèmes. Alors, je vais essayer de dissocier très rapidement deux aspects. L'un qui est en effet européen sur les filières de recrutement, où énormément de pays européens sont en déficit actuellement,
Quand on passe des coups de fil avec les amis allemands en ce moment, chercher une infirmière en Allemagne, c'est compliqué, une aide-soignante, c'est très compliqué. Et non seulement, et ça a été dit à l'instant, non seulement de les attirer par un poste qualifiant, mais aussi de les maintenir. Et il y a une grande, je n'ose pas dire instabilité, ça serait péjoratif, mais néanmoins une difficulté à maintenir, à fidéliser un personnel dans un plan de carrière et dans une évaluation assez globale. Il y a des mots-clés qui a déjà été cité, c'est qualité de vie au travail, et ça c'est un énorme chantier, d'ailleurs qui est secondaire au Ségur de la santé et dans lequel tout le monde s'engouffre parce qu'on en a tous perçu la nécessité, l'évidence. Donc à nous aussi de réfléchir à ces carrières, non seulement sur la porte d'entrée dans nos établissements, mais deuxièmement, comment accompagner les personnels de santé dans le moyen long terme et dans leurs aspirations, et pas simplement dans le besoin immédiat, mais vraiment dans un plan de carrière qui est notre devoir en tant que soignant de réfléchir collectivement. La deuxième chose, c'est le monde médical. Et ça a été dit avec justesse, il y a des spécialités sous tension. Mais même dans le monde libéral, je vais prendre juste un exemple français, l'écart entre le revenu moyen d'un pédiatre et d'un psychiatre par rapport à un anesthésiste ou un biologiste, c'est le triple ou quadruple. Donc, même si certains praticiens, pour des raisons qui sont les leurs, se tournent vers l'exercice libéral, oui, il peut y avoir un effet d'opportunité de carrière. L'imagerie en est un des exemples, la biologie aussi, etc. Mais pour des spécialités cliniques pas forcément très rémunérantes, pour autant, il peut y avoir, une indépendance. Moi qui étais un ancien PH, même si je suis libéral, je reste, j'ose dire, un profond défenseur de la fonction publique sur ce qu'elle a de collaborative. Moi, le plaisir que j'ai eu en tant que médecin hospitalier, c'est collaboratif qu'on retrouve moins dans nos secteurs privés. Et je pense que ça peut faire partie aussi d'une note d'attractivité, de soutien pour une jeune génération qui a délibérément aussi une orientation assez nette pour un mode d'exercice plus collaboratif et pas forcément trop individuel. Formidable, messieurs. Je vous ai vu un petit peu opiner du chef les uns aux autres. Vous n'hésitez surtout pas à revenir aussi sur ces questions d'attractivité au fur et à mesure de la table ronde parce que, bien sûr, on aborde les thèmes un peu les uns derrière les autres, mais tout est, si j'ose dire, connecté. Mais M. Gouachaud nous a parlé de la gouvernance de l'hôpital public et c'est un thème qu'on ne peut pas éviter non plus. Alors, je vous propose de tout de suite nous glisser dans ce sujet-là. Rapide retour sur les faits. En 2008, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, déclarait qu'il ne voulait à l'hôpital qu'un patron et un seul, en la personne évidemment du directeur général ou chef d'établissement. Il se basait à l'époque notamment sur le rapport Larcher. Mais aujourd'hui, disons plutôt au mois de juin dernier, c'est un autre rapport, celui d'Olivier Clarisse, du nom du professeur qui en a eu la charge, qui a été remis sur le bureau de M. Véran. Et ce rapport Clarisse donne une toute autre son de cloche que celui du rapport Larcher. Sophia va un petit peu nous expliquer pourquoi ces deux rapports sont aux antipodes et ce que propose surtout le rapport Clarisse avant qu'on vous laisse la parole. Donc, le rapport Clarisse, il va faire appel à un grand pouvoir de partage du pouvoir de l'hôpital et surtout une collaboration entre les différents acteurs du système de santé. Donc, par là, ils ont mis en évidence le renforcement du rôle du président. Le président de quoi? Du coup, le président de la commission médicale de l'établissement, mais aussi la reconnaissance réglementaire du poste de chef de service. Un chef de service qui doit travailler en collaboration, notamment avec le cadre de santé, pour mieux encadrer son équipe paramédicale. Mais aussi, il faut surtout avoir un développement du collectif. Donc, il faut que les différents professionnels, les différents acteurs, ils puissent travailler ensemble en équipe et qu'ils soient aussi intégrés aux différentes décisions de l'établissement et notamment aux décisions de gestion. Alors, sur cette thématique-là, avant d'aller vers vous, messieurs Gouachaud et Galli, qui travaillaient dans cet hôpital public et qui pourront nous parler de cette gouvernance-là, on aimerait, monsieur Garassus, si vous le voulez bien, encore une fois, utiliser votre expertise européenne. C'est vrai que quand on discute avec des gens qui ne sont pas très habitués au système de santé, ça arrive fréquemment qu'ils nous disent « mais comment se fait-ce que ce ne soit pas des médecins qui dirigent l'hôpital ?» Alors,
peut-être une méconnaissance du système, mais c'est vrai que ce sont des mots qui reviennent fréquemment. Vous, Monsieur Garassu, est-ce que vous pourriez nous dire si c'est une particularité française et quel est votre point de vue sur la gouvernance française à la lumière des exemples européens? Alors, merci pour la question qui n'est pas simple du tout et c'est un médecin qui va vous répondre. Donc, j'ai déjà un conflit d'intérêt avec votre questionnement. Euh, je crois qu'il faut qu'on soit intelligent. Il y a très clairement eu une demande. Alors, ce n'est pas une prise de pouvoir, attention, hein, mais je pense plutôt à un élément participatif renforcé autour du projet médical et des conditions d'exercice du corps médical à l'hôpital. Et c'est vrai de partout, structure publique ou structure privée. Alors, une dernière fois, je reviendrai dessus parce que c'est fondamental. On parlera, j'espère, 2 secondes de la T2A, de son histoire et de ce qu'elle va peut-être pouvoir fournir comme nouveauté dans les 2 à 3 années qui viennent. Mais médicaliser la gestion d'hôpital, oui, ça c'est un vœu, entre guillemets, participatif du corps médical. Ce n'est pas pour autant une remise en cause de ce que vous citiez de 2018, un chef et personne derrière. C'est une façon intelligente de remettre le projet médical au cœur de la perspective et de la gestion. Après, il faut des gestionnaires, il faut des économistes, il faut des comptables, il faut gérer l'ensemble d'un personnel qui est complexe. Je rappelle toujours, l'hôpital, c'est une des structures la plus complexe à gérer. Pourquoi? C'est une production de soins qui doit mobiliser entre 50 et 60 corps de métier. C'est une complexité. Et le médecin, très logiquement, va colorier ce projet de toute son implication en tant que soignant, mais aussi doit être collaboratif. Et collaboratif, c'est aussi apprendre à connaître l'autre. Donc voilà, moi je le vois au niveau international. Il y a des directeurs médicaux d'hôpitaux publics ou privés qui ont une réelle importance dans la gestion de l'établissement, mais ça reste toujours une direction bicéphale. Donc, avant de continuer, nous avons juste une question sur le chat, si un de vous pourrait répondre. Donc, la question est la suivante. Pensez-vous qu'un système mixte de praticiens hospitaliers disposant de vacations privées sur les plateformes hospitalières pourrait améliorer l'attractivité du secteur public auprès de ces praticiens? Est-ce qu'un d'entre vous pourrait répondre à cette question? Je veux bien essayer. Oui, alors je veux bien essayer. Mais professeur Gouachaud complétera. En fait, la question revient à poser celle de l'exercice mixte public, privé, libéral. Alors, il faut savoir qu'au sein même de l'hôpital public, dans le statut des praticiens hospitaliers ou des praticiens hospitalo-universitaires, il y a la possibilité, dans un cadre juridique particulier, d'exercer une activité libérale dans le cadre du statut de l'hôpital public. Premier élément. Deuxième élément, il est tout à fait possible pour un praticien qui travaille à temps partiel à l'hôpital d'avoir une autre partie de son temps, soit en ville, dans un cabinet de ville, soit dans une structure privée, une clinique privée. Et dans le cadre des évolutions statutaires en cours, cette possibilité d'un exercice mixte existe et pourrait se développer. De la même manière, un praticien qui exerce en ville ou en clinique peut exercer une partie de son temps à l'hôpital public. Donc, de manière pratique, il existe aujourd'hui beaucoup de professionnels qui ont une forme d'exercice à l'hôpital public et en ville, on va dire, même si l'hôpital public s'est constitué autour de la réforme Debré de 1958 sur le modèle du temps plein. La construction de l'hôpital public issue des ordonnances Debré de 58, c'est d'essayer de fixer le médecin hospitalier à temps plein. Depuis, un certain nombre d'évolutions ont permis de s'adapter aussi à ces attentes, à ces exercices partagés, au fait que si on essaye de faire de l'hôpital hors les murs et de donner du concret à nos attentes sur les relations ville-hôpital, il faut aussi permettre ces évolutions statutaires qui sont aussi parfois l'attente des jeunes médecins. Il faut bien voir que beaucoup de jeunes médecins veulent exercer à l'hôpital public parce qu'il y a des équipes, il y a un plateau technique, mais veulent aussi une forme d'exercice libéral, encore une fois, en cabinet ou en clinique. Et aujourd'hui, on a à peu près un arsenal juridique qui permet
une certaine plasticité. D'accord, merci. Monsieur Gouachaud, vous voulez rebondir un petit peu? Oui, très brièvement, je partage tout à fait ce que M. Gallet dit. Je pense que cette souplesse est très intéressante parce que ça permet des exercices mixtes qui sont effectivement qui répondent aux aspirations d'un certain nombre de médecins. Mais alors, je pense que c'est plus l'exercice, soit multisite, soit effectivement libéral en ville et hospitalier. C'est d'ailleurs intéressant des deux côtés, c'est enrichissant des deux côtés. Parfois, ça permet aussi de garder à l'hôpital des compétences extrêmement pointues qui ne justifieraient pas la création d'un poste à temps plein. C'est tout à fait intéressant. Je suis à titre personnel, mais vraiment à titre personnel, beaucoup plus réservé sur la question de l'activité libérale à l'intérieur de l'hôpital, qui, à mon avis, crée d'autres difficultés. Mais en tout cas, je pense que c'est important effectivement de dire que cette souplesse, elle existe maintenant et que ça permet de répondre, à mon avis, aux aspirations de certains jeunes médecins. Parfait, merci. Monsieur Garciu, vous avez quelque chose encore à rajouter sur cette question? C'est un vrai problème, le statut. Il y a deux mots qui sont essentiels pour moi. J'ai entendu plasticité et souplesse. Je crois qu'il faut qu'on soit intelligent, qu'on fasse sauter un peu quelques barrières. Et en fait, notre culture médicale qu'on a appris à l'hôpital, qu'on peut exercer en ville, quelque part, ça peut être aussi des relations bijectives. Donc, oui, le temps plein hospitalier, ça reste la colonne vertébrale du praticien hospitalier exerçant en hôpital public, mais néanmoins, on peut s'enrichir les uns les autres de passerelles. Moi, je suis hostilarien, je le redis, c'est le projet médical qui m'intéresse et c'est lui qui sera vecteur, entre guillemets, du développement, de la qualité au sein des établissements, et c'est cette implication médicale qui sera gagnante, quels que soient les statuts. Parfait. Donc, nous revenons sur le sujet d'avant, le sujet de la gouvernance. Donc, Monsieur Galli, Monsieur Gouachaud, on aimerait votre avis sur l'organisation actuelle de la gouvernance de l'hôpital public. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait le reformer? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait changer quelque chose? Et si oui, sur quel modèle? Sachant qu'actuellement, à l'hôpital, on a à peu près 200 métiers et seulement 10% de médecins qui les occupent. Donc, on pourrait continuer sur ce système, on pourrait le reformer. Est-ce que, Monsieur Gouachaud, vous pouvez nous donner votre avis? Moi, j'ai un conflit d'intérêts et puis je parle en présence de mon directeur général, hein, donc il y a clairement tout pouvoir sur moi. Non, plus sérieusement, et là vraiment sans démagogie, parce que dans d'autres circonstances, j'ai eu l'occasion de m'exprimer devant M. Galli, je pense qu'il faut sortir un peu d'un discours que moi j'appelle un peu populiste sur le fait, déjà quand on parle de pouvoir, je ne sais pas de quoi on parle, hein, moi je n'ai pas fait ce métier pour avoir du pouvoir, enfin, si j'aurais fait, je pense que j'aurais choisi d'autres voies. Et puis, faire croire, même penser pour un médecin qu'il est capable de diriger un hôpital, ça traduit, à mon avis, une grande méconnaissance du fonctionnement de l'hôpital. Pour avoir, dans ma vie hospitalière, pendant une dizaine d'années, exercé des fonctions donc assez proches de la direction des établissements soit universitaires ou hospitaliers, j'ai pu voir la complexité du métier de directeur de l'hôpital. C'est un métier, directeur d'hôpital. Et clairement, un médecin n'a pas appris ce métier. Alors, peut-être qu'il peut le devenir, mais alors il faut qu'il apprenne le métier. Mais on ne demande pas au directeur d'hôpital de faire des études de médecine. Donc, je pense qu'il y a un moment où chacun doit trouver sa place. Et effectivement, indépendamment de toute opinion politique, je pense qu'à un moment, il faut, et je l'ai vécu très souvent dans notre vie, dans la vie de notre institution, il faut effectivement qu'il y ait un patron qui puisse trancher, parce que je crois qu'il y a peu d'organisations humaines qui fonctionnent quand il n'y a pas quelqu'un qui, in fine, doit prendre des décisions souvent lourdes dans la vie d'un hôpital. Donc, je crois que moi, ça ne me pose pas de problème qu'il y ait un directeur général qui prenne les décisions. Et je crois que la question de la gouvernance, elle n'est pas là. La vraie question, elle n'est pas là. Moi, c'est un petit peu ce que j'exprimais tout à l'heure. Je pense que la difficulté, et ça rejoint tout à fait ce que tu dis aussi, c'est d'associer les médecins au projet médical. Parce que, et c'est là où certainement il y a du progrès à faire. Beaucoup de jeunes médecins, et je pense que plus l'établissement est grand,
plus les médecins se sentent dépossédés finalement de cette question du projet médical. Alors évidemment, dans des gros établissements qui comportent, comme l'hôpital de Strasbourg, plus de 12 000 ou 13 000 professionnels, on ne peut pas demander son avis à tout le monde. Mais je crois que là où on doit, enfin, ce sur quoi on doit travailler, je pense, c'est, et je pense que la crise du Covid nous a démontré un petit peu ça, il y a des choses qui doivent se faire de façon descendante, parce que pour avancer sur certains grands sujets, il faut effectivement que les décisions soient prises au niveau institutionnel. Mais je crois que ce que beaucoup de professionnels demandent, et pas seulement les médecins, c'est de redonner la place, et c'est ce qu'on a vu pendant la crise Covid. Pendant la crise Covid, heureusement qu'on n'a pas attendu qu'on nous explique ce qu'on devait faire. Heureusement que les professionnels se sont mobilisés sur le terrain pour faire, et puis qu'effectivement, ils ont à ce moment-là été, je pense que ça a été très clairement le cas aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, mais je pense que ça a été le cas dans tous les établissements en France et probablement ailleurs, parce qu'on le voit dans la littérature internationale. Les initiatives sont parties du terrain et ont été accompagnées par les directions. Alors, je dois dire que c'était pour nous un moment presque d'enchantement. Hein. C'est peut-être un petit peu provocateur de dire ça, alors qu'on était dans une crise majeure avec des patients qui décédaient. Donc, on ne peut pas employer peut-être ce genre de terme, mais c'est vrai qu'on a été très nombreux à avoir l'impression de retrouver un petit peu le sens de notre métier. D'abord avec quelque chose de très clair qui était, on sauvait des vies, alors que parfois on se plaint beaucoup de faire de l'administratif, etc. Bon. Donc, on revenait au cœur de notre métier et puis surtout, on avait l'impression de reprendre un petit peu notre organisation, nos organisations en main. Alors, on était dans une situation de crise qu'on ne peut évidemment pas, j'espère qu'on va en sortir le plus rapidement possible, mais je crois qu'il y a quand même des leçons à tirer. Et pour moi, la gouvernance, c'est ça. La question de la gouvernance, elle n'est pas tellement de savoir si c'est un directeur général, si c'est le président de CME, comment ils doivent s'entendre. Le président de la CME, d'ailleurs, il est porte-parole, il est élu par la communauté médicale. Ça ne lui donne pas forcément une compétence particulière pour diriger. Donc, je pense qu'il doit assister le directeur général dans les relations avec le corps médical. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des choses à faire pour que le projet médical soit plus co-construit, je dirais, avec l'ensemble des acteurs, médecins et soignants, et que l'ensemble de ces personnels se sentent investis dans ce projet et partagent ce projet. Et clairement, je pense qu'actuellement, ce n'est pas souvent le cas, malheureusement. Ce n'est pas forcément facile à faire, mais à mon avis, l'évolution, si ce n'est la révolution de la gouvernance, c'est comme ça qu'elle devrait se faire. On vous remercie, Monsieur Galli. Est-ce que vous pouvez répondre un petit peu à ce qu'a dit Monsieur Gouachaud et à notre question? Peut-être aussi en reclarifiant un petit peu la relation entre le directeur général et le président de commission médicale d'établissement aujourd'hui, et puis ce qu'il pourrait être demain, sans oublier de donner votre opinion sur la situation aussi. Merci. Je suis en fait dans la continuité de ce qui a été dit par Paul Garassus et Bernard Gouachaud. La question, en fait, c'est déjà d'essayer de bien définir ce dont on parle. C'est un sujet évidemment important de savoir comment est organisé et dirigé un hôpital public. Ça a été dit. Je pense que lorsqu'on regarde toutes les personnes qui s'intéressent à la sociologie des organisations, l'hôpital public est en général présenté comme le système, comme l'organisation la plus complexe ou parmi les plus complexes qui nous soit donné de connaître de manière globale. Ça s'explique notamment par des éléments qui sont liés au fait que nous fonctionnons de manière continue, 24 heures sur 24, avec énormément d'interfaces et qu'il y a énormément de métiers qui exercent à l'hôpital ou en clinique. C'est un premier sujet. Le second sujet, c'est que toute organisation doit avoir un représentant légal. Parce que la notion juridique de qui représente légalement l'établissement, ça ne se partage pas. Il faut qu'il y ait un représentant légal dans chaque institution pour signer des contrats, pour répondre en justice, etc., etc. Que ce représentant légal soit un directeur d'hôpital issu d'un parcours de gestion, issu d'une carrière médicale, c'est presque pas le sujet.
évidemment, un directeur général peut être un directeur d'hôpital issu des concours de l'école de Rennes, mais bien évidemment, il peut être un directeur général issu d'une carrière médicale. Ce qu'il faut, c'est que dans le monde hospitalier public, qui est réglementé, réglementation des statuts, réglementation budgétaire, réglementation des achats avec les marchés publics, il faut simplement que le médecin qui souhaite diriger un établissement puisse être préparé, formé à l'exercice d'une nouvelle fonction, d'un nouveau métier. Mais par principe, si on admet qu'il faut un représentant légal, il peut évidemment être issu de plusieurs types de formations initiales. La deuxième réflexion que j'ai envie de partager avec vous, c'est le fait que, et c'est presque aussi une réflexion que je partage avec des étudiants en formation et qui se préparent à un exercice professionnel, qui est presque une réflexion, je mets le mot entre guillemets, philosophique, c'est jusqu'à quel point faut-il régir ou réglementer le management. Le management d'une organisation, c'est des relations interprofessionnelles, interhumaines, qui doivent évidemment évoluer dans un cadre, mais qui doivent également faire confiance à l'agilité des acteurs, à une situation locale, à un contexte particulier, à des problématiques qui existent à tel endroit et pas à tel autre. Et donc, il faut faire attention à ne pas hyper réglementer l'organisation managériale au risque de scléroser les acteurs qui doivent être en permanence en phase d'adaptation. L'un des grands principes du service public, c'est sa mutabilité, c'est les grandes lois du service public. Et donc, il faut que il y a beaucoup de réglementations et il faut être attentif à ne pas hyper réglementer les aspects managériaux. Et je rejoins parfaitement ce qui a été dit encore une fois par Bernard Gouachaud et Paul Garassus. La question, c'est comment on donne du sens à l'hôpital public? On en donne avec un projet médical. Deuxièmement, comment ce projet médical doit-il être réalisé? Par une association des acteurs. Et évidemment, l'association des médecins est primordiale dans l'élaboration d'un projet médical, d'une stratégie médicale. Et donc, ça va être la manière dont le directeur général va organiser dans son institution la capacité collective des médecins à s'impliquer par l'intermédiaire des services, des pôles, du président de la commission médicale qui les représente. Comment est-ce qu'on va construire une réflexion partagée qui va aboutir à un projet médical? Et le directeur général va être une forme d'acteur qui va permettre l'expression du débat, un notaire quelque part qui va enregistrer un certain nombre d'orientations, qui va trouver les moyens juridiques et financiers de les mettre en œuvre. Et je rappelle que dans nos hôpitaux, nous travaillons avec des directoires, que le vice-président du directoire, c'est le président de la commission médicale d'établissement, et que les directoires des hôpitaux publics sont constitués majoritairement de personnels médicaux, ce qui constitue un équilibre tout à fait intéressant. Et donc, je pense que sur la question de la gouvernance, oui, il faut la médicaliser. Il faut nécessairement la médicaliser parce que l'hôpital public met en œuvre un projet médical et qu'on ne peut pas imaginer que ce projet médical échappe aux médecins qui sont censés le faire vivre. Donc, il faut savoir médicaliser chacun de nos processus. Cette médicalisation peut aller jusqu'au fait que le représentant légal soit lui-même médecin. Mais je pense que c'est deux notions différentes. Qui exerce la représentation légale de l'établissement, il faut que ce soit une personne formée à l'encadrement normatif de l'établissement qu'il est censé diriger. Comment est-ce qu'on associe le corps médical aux décisions institutionnelles? Ça, c'est le sujet de la gouvernance. Et je crois par ailleurs que dans beaucoup d'établissements, beaucoup plus qu'on ne le croit, il y a une forme de fluidité parce qu'un directeur général est au contact quotidien de ses chefs de pôle, du président de la commission médicale, et que globalement, en majorité, il y a des fonctionnements qui sont fluides. Et puis, dans la remarque de Bernard Gouachaud sur le fait que la crise sanitaire avait permis de se recentrer sur l'essentiel, c'est vrai. Ça pose une autre question qui n'est pas nécessairement la question de la gouvernance en tant que telle, c'est la question du bon niveau d'encadrement normatif de nos activités sanitaires. Et que très souvent, que l'on soit médecin chef de pôle, médecin chef de service, mais parfois directeur d'établissement,
Ce que l'on souhaite, c'est à la fois évidemment un cadre juridique dans lequel on évolue, mais une certaine forme de responsabilisation et de la souplesse pour nous permettre de nous adapter à nos situations locales. Je pense que ce sujet-là, d'une forme de simplification du système de santé, c'est tout aussi fondamental et ça permettra à une gouvernance d'être beaucoup plus fluide. Merci beaucoup, Monsieur Galli. Encore une fois, c'est possible qu'on revienne vers ces questions-là de gouvernance au fur et à mesure de la table ronde, mais l'heure tourne évidemment et on ne peut pas tenir une table ronde sur l'hôpital public sans aborder l'une des questions qui est probablement la plus brûlante, qui concerne notre système de santé. Beaucoup font de ce problème-là le problème finalement principal et celui duquel découlent tous les autres soucis. La question qu'on aimerait vous poser, c'est de savoir s'il s'agit en effet d'un monstre ignoble ou si c'est plus un bouc émissaire que l'on a pris pour répondre à tous nos problèmes. Évidemment, je veux parler de la tarification à l'activité, mode de financement des hôpitaux, aussi appelé T2A. Donc, mais bien sûr, avant de commencer à en parler, il faut la définir. Donc, on sait tous que la santé elle a un coût et donc que nous devons financer nos établissements de santé. Donc, en France, on a connu deux grands modèles. Un modèle avant 2004 où on avait un montant budgétaire total qui était donné à chaque établissement et que l'établissement ne pouvait pas dépasser. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été énormément critiqué. C'est pour ça qu'il y a eu lieu la création de la T2A entre 2004 et 2006. Et donc, la T2A, c'est quoi exactement? C'est qu'en fait, le financement va correspondre à l'ensemble des prises en charge, mais des prises en charge qui ont été vraiment effectuées. Donc, c'est de créer un lien étroit entre la réalité de l'activité de l'hôpital et les financements qu'on apporte. Donc sur le principe, cette tarification à l'activité, elle semble être louable et apporter une bonne solution aux soucis que posait la dotation globale de financement avant 2004. Mais aujourd'hui, la T2A est on ne peut plus décrier. On l'a dit, le Ségur de la santé citait qu'il cherchait une accélération de la sortie du tout T2A. Donc, on aimerait savoir avec vous pourquoi est-ce que cette T2A étant critiquée. On sait que ça pousserait notamment les services à produire plus de soins que nécessaire, à proposer des soins parfois pas forcément judicieux à certains patients afin d'augmenter l'activité de l'établissement de santé ou de l'hôpital public. Encore une fois, Monsieur Garassu, si ça ne vous dérange pas, on aimerait que, voilà, on vient donner une petite définition de la T2A, c'est quelque chose de très complexe. Est-ce que vous pourriez nous aider à la définir et puis nous donner aussi votre sentiment là-dessus, en sachant qu'on va aussi revenir vers vous dans un second temps, je pense, pour essayer d'aborder certains modes de financement alternatifs qui pourraient être la solution. Dans un premier temps, un petit peu de définition. Qu'est-ce que c'est que cette T2A? Quels sont les enjeux? Alors très rapidement, je crois qu'il faut faire l'histoire. La T2A, c'est d'abord, ça s'appelle en international DRG Prospective Payment, et c'est une réforme ubiquitaire quasi mondiale dans la plupart des systèmes de santé avancés. Ça a été dit par Sophia, au début, l'hôpital, c'est une boîte noire. Alors quand je dis hôpital, pardon, je dis établissement de soins public-privé, peu importe. Et cette boîte noire, il faut la financer intelligemment, c'est-à-dire lui apporter les moyens nécessaires et que autour de cette enveloppe financière allouée, les gestionnaires puissent faire les décisions opportunes avec le corps médical. On revient sur ce principe du projet médical. Première étape, on prend FETER. FETER, c'est la personne qui a inventé les classifications des maladies pour les mettre dans ces algorithmes permettant de définir aujourd'hui les couples GHM-GHS, en international ça s'appelle DRG, Diagnosis Related Groups. Et à partir de cette définition des activités hospitalières, on a cherché à faire correspondre un financement adapté. Ça, c'est les grandes règles internationales qui ont diffusé de partout. Alors, la question pratique que vous posez, est-ce que ces règles sont toujours valides? Personnellement, oui. Pourquoi? Parce que si on ne médicalise pas le paiement de l'hôpital, on perd cette valeur d'outil de production et de quantification de cette production de soins qui reste le moteur essentiel de son financement.
Est-ce que cette méthode a des limites? Oui. Une dernière fois, il y a eu des cas d'opportunité, il y a eu des incitations, entre guillemets, à une productivité exagérée, au point, alors on va prendre des mots un peu triviaux, le saucissonnage des séjours. Hein, ça voulait dire que si vous prenez un patient 3 fois et que vous lui faites à chaque fois une entrée-sortie, vous êtes payé 3 fois pour le même épisode de soins. Je caricature à l'extrême, mais c'est pour dire que ça a pu être une des limites évidentes. Il y a eu les contrôles. Il ne faut pas oublier que les contrôles T2A, et moi je rappelle que j'étais à l'époque un des négociateurs du secteur privé là-dessus, c'était un point essentiel de toute façon. Il y avait des sécurités pour éviter justement qu'il y ait des débordements ou des situations d'opportunité exagérées. Maintenant, une fois qu'on a oublié 2 secondes le passé pour dire que malgré tout, ça reste ubiquitaire au niveau international, comment on l'améliore? Eh bien, très clairement, il faut optimiser les outils qui permettent de définir la qualité des soins et que ces outils tarifaires puissent optimiser l'allocation de ressources en fonction de la qualité de la prestation. Ça, c'est l'énorme ambition du projet IFAC. On va y rajouter d'autres éléments sur la qualité du travail, bien sûr. IFAC, c'est l'incitation financière à la qualité, un énorme projet qui doit prendre de plus en plus d'importance. Mais là, je me retire 2 secondes dans la discussion parce que c'est un projet franco-français. On le voit appliqué au niveau international, en Allemagne, en Italie en particulier, sur des méthodologies qualitatives qui viennent se substituer au tout quantitatif. Donc, très bien. Maintenant, Monsieur Guacho, on demande votre côté soignant en tant que médecin. On sait que cette T2A apporte énormément de travail, donc beaucoup plus d'activités, beaucoup plus de temps donné. Donc, est-ce que vous avez senti en tant que professionnel de santé vraiment un grand changement entre la période avant et la période après mise en place de la T2A? Et quel est votre avis sur cette question, sur la tarification à l'activité? Alors, peut-être pour vraiment me mettre en tant que praticien de terrain, peut-être pour contextualiser un tout petit peu, pour un médecin finalement, et en particulier à l'hôpital public, les problèmes économiques, et moi je ne suis pas économiste du tout, mais on peut très bien travailler à l'hôpital en ayant une totale méconnaissance de ce que coûte et ce que rapporte notre activité. Alors, premier avantage effectivement de la T2A, ça a été quand même, comme ça a été expliqué, de reconnecter quand même la réalité du travail, de la production, même si j'aime pas tellement ce terme de production de soins de santé, avec une rémunération qui, effectivement, à l'évidence, est un système plus juste que le budget global. Les effets pervers, on les a vus. Enfin, moi, je les ai observés dans ma pratique au sein d'un service, d'un pôle. Et d'ailleurs, avec une certaine inquiétude, parce que les concepts éthiques, les barrières éthiques peuvent rapidement sauter, hein, y compris chez des médecins, où moi j'ai pu observer parfois des médecins qui disaient finalement, je vais, je sais pas, je pense au diabète par exemple, hein, à un moment, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais le séjour d'un patient diabétique était mieux rémunéré si on lui mettait une pompe à insuline au moins 24 heures. Et j'ai pu entendre des praticiens qui disaient finalement on va mettre sous pompe tous nos diabétiques, y compris peut-être ceux qui n'en auraient pas besoin. Donc, c'est un système potentiellement effectivement un peu dangereux. Et j'ai quand même envie de dire, mais je ne suis pas économiste, par nature inflationniste, puisque ça pousse quand même à faire plus. Et alors, bon, mes deux collègues sont plus à même, je pense, d'apporter des réponses plus techniques sur le plan économique que moi, mais de ce que je comprends quand même du système, la T2A, c'est une rémunération à l'activité, mais dans le cadre d'un budget global au niveau de la nation, nous restons dans le cadre d'un budget global qui est voté chaque année, c'est l'ONDAM, hein, qui est voté chaque année par l'Assemblée. Donc, le fait un peu pervers, à mon avis, de ce système, c'est que les tarifs, en fait, ils évoluent en permanence. Donc, alors c'est peut-être une bonne chose, mais ils évoluent dans le cadre d'une enveloppe globale. Et donc, on voit bien que c'est peut-être un des éléments de sécurité dont a parlé M. Garadeux, c'est une sécurité que ces tarifs s'adaptent et que finalement, s'il y a une dérive
avec, dans un secteur, des effets d'aubaine, effectivement, ceci va mécaniquement, mathématiquement, être équilibré par le fait que, de toute façon, l'enveloppe globale ne pourra pas être augmentée de façon non contrôlée. Alors, moi, je rejoins tout à fait ce qui était dit avant. La vraie problématique, pour moi qui ne suis pas économiste de la santé et qui effectivement n'est pas au quotidien une vision très claire de ce que je coûte et de ce que je rapporte éventuellement, je pense qu'on doit se recentrer sur l'objectif. L'objectif, on le sait, il y a une formule pour ça, c'est le bon soin au bon patient, au bon endroit et au bon moment. C'est ça l'enjeu. Donc, c'est clairement un enjeu qualitatif. C'est très compliqué. Et c'est très compliqué à faire, notamment en évitant ce dont a parlé M. Galli, c'est-à-dire l'inflation des normes. Parce qu'on a vu arriver les démarches qualité dans les hôpitaux. Ça prend beaucoup de temps quand même. Ça prend beaucoup de temps et je ne suis pas tout à fait sûr que ça réponde à l'ensemble des objectifs qui ont été fixés, et en particulier pas à celui-là. Donc, je crois qu'effectivement, il ne faut pas faire de la T2A un bouc émissaire, ça n'a pas beaucoup de sens. Encore une fois, moi, je suis médecin, je ne suis pas économiste. Donc, mon problème, c'est d'avoir les moyens pour faire ma mission, pour remplir ma mission de soins. Mais effectivement, peut-être que, et je pense que votre initiative et votre table ronde participe à ça. Clairement, je pense qu'il faut le dire, parmi les médecins, vous l'aviez dans vos notes préparatoires, vous disiez que la population ne sait pas très bien comment fonctionne notre système de santé, comment il est financé. Je peux vous dire que les médecins non plus, pour la plupart. Donc, je pense qu'il y a un vrai effort pédagogique à faire pour que tout le monde se réapproprie un peu cette question, qui est une question de société, de citoyens, de façon à ce qu'on participe tous en fait à cette maîtrise des financements. Merci beaucoup, Monsieur Gouachaud, d'avoir abordé tous ces sujets-là, celui aussi de la méconnaissance de certains patients, du fonctionnement du système de santé, aussi celui de l'Ondam qui se cache derrière la T2A. Est-ce que finalement, c'est pas vers l'Ondam qu'il faut regarder? Mais Monsieur Galli, on aimerait aussi avoir votre avis sur la question, sachant que l'une des maximes d'un grand nombre de personnels de l'hôpital public, c'est que l'hôpital, ce n'est pas une entreprise. On ne compte plus maintenant aujourd'hui le nombre d'articles de presse ou de documentaires plus ou moins sérieux qui titrent l'hôpital public soumis aux lois du marché. Alors, c'est une question qu'on aimerait vous poser, Monsieur Galli, volontairement corrosive, si j'ose dire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'être un chef d'entreprise? Et quel est votre avis sur la T2A? Comment la percevez-vous? C'est une question, alors je ne sais pas si elle est corrosive, et on peut aussi avoir beaucoup de respect pour le monde de l'entreprise. Mais l'hôpital, en effet, c'est d'abord, enfin en tout cas l'hôpital public, c'est d'abord un service public. C'est d'abord un service public, mais c'est un service public qui doit fonctionner avec des règles managériales. Et je pense en réalité, lorsqu'on aborde le sujet de la T2A, qu'il faut faire attention à ne pas se surfocaliser sur un outil. Je vais essayer de prendre quelques minutes pour expliquer comment je perçois les choses. Il ne faut pas confondre la T2A et l'Ondam, en effet, vous l'avez dit. Le premier sujet, c'est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, c'est-à-dire la richesse que la nation souhaite consacrer à son système de santé. Et là, il y a un débat démocratique avec la loi annuelle de financement de la sécurité sociale qui définit le montant de l'Ondam et sa répartition entre les différents acteurs, hôpitaux publics, libéraux, pharmaciens, cliniques, etc. C'est un sujet citoyen. Les pouvoirs publics sont confrontés à un certain nombre de priorités, l'éducation, la sécurité, la défense, la santé. Et dans les arbitrages nationaux, il y a la détermination du montant de l'Ondam. Premier sujet. Et ensuite, il y a la manière dont cet Ondam, voté par le Parlement, se répartit entre les acteurs. Et pour le répartir entre les acteurs, il faut des outils.
La question, c'est qu'y avait-il avant la T2A? Avant la T2A, il y avait une dotation globale de financement, vous l'avez dit, un budget global, qui était taxé d'être particulièrement injuste. Pourquoi le budget global était injuste? Chaque hôpital en France avait le même taux d'évolution de ses recettes partout sur le territoire national, indépendamment de son niveau d'activité. Dit autrement, un hôpital public qui était confronté à une augmentation d'activité parce qu'il était implanté dans une zone où la population se développait, des enjeux démographiques. Cet hôpital, qui avait une activité importante en augmentation, avait, quoi qu'il en soit, un budget qui évoluait d'une manière définie annuellement dans tout le pays. À l'inverse, un hôpital qui était en stabilité d'activité, voire en décroissance d'activité, avait le budget qui augmentait aussi. Et se créait une rente de situation parce que son activité diminuait. Ça a été considéré comme injuste. Et comme Paul Garacius l'a indiqué, la plupart des pays ont essayé d'établir un lien, d'une manière ou d'une autre, entre la volumétrie d'activité, qui suppose d'acheter davantage de médicaments, de recruter davantage de personnel, et l'allocation des ressources pour y faire face. Et donc arrive la T2A au début des années 2000 dans notre pays. La T2A, elle a donc une certaine vertu, c'est qu'elle établit ce lien entre l'activité et la rémunération. Elle permet aussi une certaine forme d'agilité. Lorsque vous avez un projet médical, qu'il est validé en interne, vous pouvez tout de suite le mettre en place avec la rémunération permise par la T2A. À l'époque du budget global, à chaque fois que vous aviez un projet, vous deviez faire une demande aux autorités de tutelle pour le mettre en œuvre et vous pouviez attendre une réponse pendant 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, alors qu'aujourd'hui, vous avez une forme de souplesse. La T2A, elle a des limites. Elle a évidemment des limites. Quels sont les risques? Les risques, ils ont été décrits. Ce serait une tentation inflationniste. Cette tentation inflationniste, elle a existé probablement, elle a quand même un certain nombre de limites. Premièrement, la déontologie médicale. Il faut quand même bien être au clair que globalement, il peut toujours y avoir des exceptions, mais il y a quand même des règles éthiques et déontologiques qui permettent de prescrire les bons soins aux bons patients au bon moment. Mais il y a surtout le fait que quand l'activité augmente partout, les tarifs diminuent parce qu'on est dans un ondam défini. Donc, on voit bien que la course à l'activité, si quand bien même elle pouvait nous intéresser, n'est probablement pas un sujet d'avenir. La question, et à mon avis, c'est un sujet pour l'avenir, c'est comment est-ce que nous associons, et Paul Garacius l'a un peu dit avec la qualité, comment nous associons la tarification à l'activité avec une réflexion sur la pertinence et la qualité en même temps. Rémunérer un hôpital en fonction de l'activité qu'il réalise, ce n'est pas scandaleux, si cette activité elle est pertinente et de qualité. C'est le triptyque, en réalité, qu'il nous faut faire apparaître et qu'il nous faut probablement mieux financer. Par ailleurs, la T2A, elle peut avoir 2 autres types de limites ou d'inconvénients. La première, c'est qu'elle s'inscrit dans un système de santé curatif. La question, c'est que notre système de santé ne peut pas se dissocier des richesses que la nation peut produire. Or, les dépenses de santé vont augmenter. Elles vont augmenter inéluctablement parce que la population augmente, parce qu'il y a un vieillissement de la population et parce qu'il y a une explosion des maladies chroniques. Donc, les coûts de santé vont augmenter. Et notre système doit évoluer vers un plus grand équilibre, me semble-t-il, entre le curatif et le préventif. La prévention, évidemment, tous les médecins en font. Il y a énormément de consultations de prévention dans tous nos hôpitaux. Elle est probablement insuffisamment financée et il est vrai que la T2A n'est pas le meilleur instrument pour financer la prévention. Deuxième exemple, la T2A n'est peut-être pas le meilleur instrument pour financer des activités au long cours, celles pour lesquelles nous prenons en charge
c'est un terme un peu technique, des files actives. Je vais prendre l'exemple de la santé mentale. Lorsque vous développez une activité de psychiatrie, vous avez une responsabilité territoriale d'une population qui a besoin de soins de santé mentale. Cette population, vous devez la prendre en charge en urgence, en période de crise, au long cours, de manière préventive. Et il est probable que pour prendre en charge cette population, il vaut mieux avoir une dotation populationnelle plutôt qu'un système où, à chaque fois que vous prenez en charge un patient, vous êtes rémunéré. Et je pense que sur la question du diabète, de l'insuffisance rénale, sur des patients qui vont avoir des parcours au long cours, itératifs, la T2A n'est peut-être pas l'outil le plus adapté. Encore une fois, des outils populationnels adaptés à la file active qui permettent de les financer de cette manière-là me semble plus adaptés. La question des services d'urgence. Évidemment, dès l'instant que vous installez un service d'urgence parce qu'il y a un besoin de santé, ce service d'urgence, il peut avoir une partie de son financement qui est liée à la fréquentation. Ça peut s'entendre. Mais il est clair qu'il faut qu'il soit financé ex nihilo, dès l'instant qu'il y a un besoin de santé, à partir d'une dotation qui permet d'installer le service d'urgence. Donc, en conclusion, je dirais que si on veut changer de système, il faut trouver un meilleur outil que la T2A. Je pense qu'il ne faut pas surfocaliser sur la question des outils. Il y a le sujet de l'Ondam, qui est un sujet citoyen, sociétal, et il y a le sujet de la somme d'outils qui permet d'être le plus adapté. Et la réalité, c'est que la T2A ne peut pas représenter 100% du financement de nos hôpitaux. Elle ne les représente pas d'ailleurs, et qu'il faut trouver ce point d'équilibre en fonction des pathologies que l'on a à prendre en charge. Et si on peut apaiser le débat en essayant de regarder les parcours des patients et d'avoir le meilleur instrument de financement pour chaque parcours, je pense qu'on y gagnera. Et pour la part qui restera de T2A, elle ne peut pas être dissociée des questions de qualité et de pertinence. Merci, Monsieur Galli. Donc, je profite, nous avons une question directement pour vous, d'un de nos étudiants, donc, qui est la suivante. Monsieur Galli, des études montrent que le temps de travail des internes dépasse souvent le nombre d'heures légales de travail. Qu'en pensez-vous et comment se fait-il que cela puisse être le cas? Cela peut-il avoir un impact sur l'attractivité de l'hôpital public des futurs médecins? Oui, c'est une vraie question. Bernard Guachaud évoquait tout à l'heure le fait que l'attractivité à l'hôpital, on a parlé des questions de rémunération, on a parlé des questions de qualité de vie au travail. Parmi les éléments de qualité de vie au travail, il y a la question du temps de travail, dans sa volumétrie, et dans le fait que les rythmes de ce temps de travail soient aussi prévisibles et respectés. Combien de temps je dois travailler et est-ce que je suis sur un planning qui est bien établi, bien prévisionnel, ou est-ce qu'il est en permanence bousculé? Il est vrai que les internes, qui sont des médecins en formation, sont également des salariés de l'hôpital public, et donc bien évidemment, l'ensemble des réglementations en matière de temps de travail s'appliquent à eux, en particulier les fameux repos de sécurité ou les repos de garde après une période de garde. Il est clair que nous devons veiller dans nos hôpitaux publics à faire en sorte d'être extrêmement vigilants et rigoureux sur ces questions-là. Ça joue évidemment sur la question de l'attractivité. Je sais que les internes et les nouvelles générations d'internes sont très attentifs à ces questions-là. Ils ont raison. Évidemment, il y a parfois des difficultés dans tel ou tel hôpital ou dans tel ou tel service, mais le combat qu'ils mènent est un juste combat. C'est un juste combat parce que, premièrement, il en va en effet de l'image et de l'attractivité de l'hôpital public, mais il en va également du fait que nous devons précisément être extrêmement respectueux des droits des professionnels en formation, fût-il en fin de formation. Et donc, c'est un sujet que les organisations d'internes, d'ailleurs, portent dans l'ensemble des facultés de médecine en France, dans l'ensemble des CHU et des centres hospitaliers ou des cliniques privées
dans lesquels ils sont affectés. Je pense qu'ils ont raison et je pense que nous avons collectivement des marges de progrès à accomplir sur la qualité de vie au travail des internes. On pourrait d'ailleurs élargir aux étudiants en médecine ou aux étudiants en santé de manière plus générale. Merci beaucoup, Monsieur Galli. L'heure tourne évidemment et on ne voudrait pas vous prendre toute la soirée non plus. On avait encore quelques axes que l'on voulait discuter. Est-ce que très rapidement, vous voulez rebondir sur cette question-là ou Monsieur Garassu peut-être sur des petites conclusions sur la T2A très rapidement? On vous écoute. Très rapide. Oui, merci. Très, très rapidement, mais la conversation est passionnante. Monsieur Galli a évoqué ce principe de parcours de soins que le HCAM d'ailleurs a commencé à mettre en œuvre. Ça correspond aussi au niveau international aux réformes qu'on appelle le bundled payment, qui veut dire le paiement relié entre différents établissements ou différentes équipes pour une prestation globale dont chacun doit assurer la qualité unitaire, mais dont l'ensemble peut être mieux valorisé, y compris par un paiement. Ça, c'était la première chose. C'est une réforme très intéressante, quoique complexe à mettre en place. La deuxième, et ce n'est pas du tout une critique, mais j'ai un mot qui vaut ce qu'il vaut. J'aime bien dire qu'il est éthique en tant que médecin d'être efficient. Ça veut dire qu'on doit arriver petit à petit à être dans ce débat ouvert et si possible confiant entre la qualité déontologique de notre position de médecin, mais également la prise en compte d'un contexte économique où la ressource devient rare, où on doit, si possible, optimiser notre prestation et donc avoir une connaissance dans les grandes lignes des enjeux économiques qui s'imposent à nous. Cette efficience-là, elle est appelée par tous, mais il faut que le corps médical aussi se forme et puis participe. Voilà, c'est un petit commentaire. Bien, du coup, messieurs, on va passer sur un autre thème, si vous le voulez bien, comme je l'ai dit, pour ne pas être trop long. On avait deux thématiques que l'on voulait encore aborder avec vous. On va essayer de les fusionner. C'était celle de la question des suppressions de lits, de l'évolution de la prise en charge des patients, avec notamment ce qu'on appelle le virage ambulatoire, et puis celle des conclusions de la pandémie du Covid-19. On va essayer donc d'aborder ces deux questions conjointement. Notamment, j'aimerais commencer avec vous, Monsieur Paul Garassu, à nouveau, et encore une fois sur votre expertise européenne, sur la question de la suppression des lits et du manque de lits en France. On a, pendant la crise du coronavirus et la première notamment crise, entendu un chiffre qui revenait souvent aux informations, celui du fait que l'Allemagne aurait 5 fois plus de lits de réanimation que la France. C'est des paroles qu'on a pu entendre très souvent. Je l'ai entendu notamment de la bouche du médecin assez médiatisé Philippe Juvin. Il semblerait que ces chiffres-là fassent aussi peut-être une confusion entre ce que l'on appelle lit de réanimation, lit de soins en continu et lit de soins intensifs, excusez-moi. Est-ce que vous pourriez nous donner finalement où se place la France réellement par rapport à ses voisins et nous donner votre sentiment également sur cette question du capacitaire de l'hôpital public et des établissements de santé? Je ne vais surtout pas parler de l'hôpital public, je vais parler en effet de quelques comparaisons internationales. Quand vous étudiez un système de santé national, je vais prendre l'Europe comme cadre, il faut comprendre sa globalité. Les établissements de soins sont un des éléments de la chaîne de ce système. Donc, si vous étudiez l'hôpital, vous ne comprenez rien. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a en amont, qu'est-ce qu'il y a en aval, et voir où on peut chercher, si possible, un optimum. Et en fait, on se rend compte que dans toutes les comparabilités européennes, il n'y a pas d'optimum. En clair, la question que vous posiez sur l'Allemagne a une surcapacité de lits archi connue. Et par exemple, vous preniez le sujet du virage ambulatoire, c'est absolument pas engagé dans cette alternative de prise en charge. Contrairement à bon nombre de pays nordiques, scandinaves essentiellement, pour lesquels, grosso modo, 2/3 à 3/4 des hospitalisations chirurgicales sont devenues maintenant de l'ambulatoire, sous réserve de critères d'éligibilité, bien sûr. Donc, par rapport à la structure hospitalière, l'Allemagne est complètement hors norme en Europe avec une surcapacité de lits d'hospitalisation qui correspond à son organisation de système de santé, mais qui pour autant ne peut pas considérer être, une norme. Deuxièmement, sur les capacités de réanimation, oui, il y avait clairement une capacité supérieure, mais en effet, on a
de façon polémiste. Je ne pense pas que ça vienne de Philippe Juvin, qui est professeur de médecine et accessoirement ancien député européen qui connaît très très bien le système de santé de cette échelle, pour dire simplement qu'il y avait des capacités supplémentaires et qui ont été activées. Je rappelle que l'Allemagne, au début de la crise, a pris quelques patients italiens, quelques patients français également, et on les remercie. Mais deuxièmement, ne peut pas du tout être considéré comme un gold standard vis-à-vis duquel il faudrait qu'on s'affronte. Donc, comprendre la situation allemande, c'est simplement décrire déjà une capacité hospitalière d'hospitalisation complète très forte, avec en effet une offre de soins de chirurgie, de réanimation et de soins continus, mais qui pour autant correspond parfaitement à son système, mais n'est pas transposable. Merci, Monsieur Garassu. Monsieur Guacho, nous aimerions bien avoir votre avis sur cette suppression des lits d'hospitalisation. Nous rappelons bien sûr un peu avant le contexte. Donc, on sait que cette suppression de lits d'hospitalisation est notamment justifiée, légitime, dans la nouvelle politique du virage ambulatoire, qui vise donc à diminuer ce nombre de lits en compensant par une augmentation de la téléconsultation ou des hospitalisations à domicile. Mais nous aimerions avoir donc votre avis. Est-ce que ce virage ambulatoire est en logique avec la prise en charge de nos patients ou est-ce que c'est vraiment une conséquence budgétaire qui met du coup en question le soin de nos patients? Est-ce que cette suppression peut remettre en question cette prise en charge? Je crois qu'il ne faut effectivement peut-être pas tout mélanger. C'est-à-dire qu'il y a le virage ambulatoire qui est effectivement un objectif, mais qui, au-delà même de la question du problème de financement ou de lits d'hôpitaux, je pense répond à une demande des patients globalement. Et on le voit pour le coup, je l'ai vu dans l'évolution de ma carrière professionnelle, les patients qui peuvent rentrer chez eux, clairement, ils ne veulent plus dormir à l'hôpital. Donc, tout ce qui peut se faire en ambulatoire, donc c'est d'abord un souhait des patients. Et je pense que c'est une bonne chose qu'effectivement, beaucoup plus de soins puissent se faire en ambulatoire. Je pense à la chirurgie ambulatoire ou à différentes interventions techniques. Quand vous rentrez le matin à l'hôpital pour une intervention chirurgicale et que vous pouvez rentrer le soir, je pense que c'est clairement un progrès pour les patients. Le patient va pouvoir dormir chez lui, dans son environnement. Bon, évidemment, il faut sécuriser tout ça. Mais je pense qu'au-delà de la question du nombre de lits ou du coût, c'est d'abord un progrès. Je pense que tout le monde, quand on préfère dormir chez soi que dormir à l'hôpital. Donc, la diminution du nombre de lits, elle ne s'est d'ailleurs pas forcément opérée de la même façon dans différentes spécialités. Il y a des spécialités, en partie la chirurgie, où effectivement, le virage ambulatoire a été un objectif et s'est accompagné d'une structuration donc, de la filière de soins pour que ce virage puisse se faire en toute sécurité et mécaniquement, assez logiquement, ça s'est accompagné d'une diminution de lits d'hospitalisation qui n'est pas d'ailleurs forcément toujours sans poser problème dans la vie quotidienne des hôpitaux. Après, ce qu'on a vécu lors de l'épidémie Covid, c'est quand même quelque chose d'une part tout à fait extraordinaire en termes d'événements et de besoins d'augmentation brutale de capacité d'hospitalisation en médecine, en soins critiques, en réanimation, quelque chose qu'on n'avait jamais rencontré. Donc, à l'évidence, on ne peut pas garder des lits d'hôpitaux et en particulier des lits de réanimation ouverts en attendant la prochaine épidémie. Donc, la question que ça pose plus, je pense que c'est une question tout à fait différente de celle du virage ambulatoire. Le virage ambulatoire, c'est quelque chose qu'on organise sur certaines pathologies, sur certaines interventions. Donc, c'est quelque chose qu'on peut programmer. Je fais juste une petite remarque sur le fait que le virage ambulatoire, attention, pour les soignants, pour les médecins en particulier, mais pour les soignants, ça ne fait pas faire d'économie. C'est au contraire, d'ailleurs, c'est une de nos difficultés quand on nous demande d'organiser la prise en charge ambulatoire des patients, c'est qu'en général, c'est beaucoup plus consommateur de temps médical et de temps soignant. Alors ça peut amener à d'autres évolutions comme les délégations de tâches ou le transfert de certaines choses vers la ville, mais c'est quelque chose qui peut se réfléchir en amont dans des contextes de filière patient. Je crois que c'est une question tout à fait différente de celle de
que nous conservions une capacité d'adaptation pour faire face à des crises et donc à des afflux. Alors, on a vécu le Covid là, mais la crise de l'hôpital, moi j'ai l'impression depuis une dizaine d'années de la vivre chaque hiver, maintenant chaque été, avec les plans hôpitaux en tension, etc., puisqu'on sait qu'il y a des afflux de pathologies aiguës l'hiver, l'été, en période de canicule, etc. Et donc ça, c'est la question de la souplesse du système. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à organiser. Et je crois que c'est évidemment pas qu'une question de lit physique, hein, c'est une question d'armement, hein, donc essentiellement d'armement personnel. Et c'est en gros de disposer du personnel dont on a besoin au moment de l'afflux de patients. Et qu'est-ce qu'on fait de ce personnel? Que fait ce personnel dans les périodes de creux? Et ça, c'est cette souplesse-là qui est assez compliquée à organiser, mais peut-être que justement, cette période de crise va nous permettre de réfléchir et d'évoluer sur ces sujets-là. Monsieur Galli, il semblerait que Monsieur Gouachaud ne pouvait pas mieux vous passer le ballon sur ce sujet-là. Il me semble que Monsieur Gouachaud, vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important, cette question finalement de l'élasticité du capacitaire de l'hôpital et des établissements de santé en général. On pense bien évidemment que dans des régions notamment assez touristiques, en saison estivale, la densité de la population évoluant, la densité de population de l'hôpital évolue aussi. Comment est-ce que l'on peut faire, puisque M. Gouachaud l'a dit, ça sera compliqué d'ouvrir des lits et de les laisser vacants en attendant patiemment la prochaine pandémie. Comment allons-nous pouvoir faire pour anticiper ces prochaines crises, qu'elles soient saisonnières, annuelles ou plus éparses? Ce qui a été dit par Paul Garasu et Bernard Gouachaud, j'y souscris complètement. En réalité, ils ont à peu près tout dit. Donc, je vais essayer de trouver un autre axe pour apporter des éléments complémentaires. Mais le virage ambulatoire, il faut le voir comme un progrès. Il faut le voir comme un progrès. Les patients le souhaitent. Ils préfèrent dormir chez eux qu'à l'hôpital. Bernard Gouachaud a raison, organiser un parcours en ambulatoire, c'est extrêmement complexe, puisqu'il faut justement être très très bien organisé, avec toutes les compétences pour permettre une arrivée le matin, un départ le soir. En revanche, ça a un avantage pour l'organisation hospitalière, y compris pour les soignants, c'est que lorsqu'on développe du virage ambulatoire, c'est aussi des services qui ne fonctionnent pas la nuit et le week-end. Et donc, c'est des nuits et des week-ends qu'on ne demande pas à faire à nos équipes. Donc, il faut arriver à accompagner ce virage ambulatoire qui, d'ailleurs, pour partie, est lié évidemment au progrès de la médecine et au progrès de l'organisation du système. Deuxième élément, le virage ambulatoire doit probablement s'aborder en termes de conséquences sur les lits de manière un peu différenciée entre des activités chirurgicales et interventionnelles et des activités de médecine. Je pense qu'il y a possiblement, avec le développement des techniques mini-invasives, de la robotique chirurgicale, des possibilités de poursuivre le virage ambulatoire dans les spécialités chirurgicales. Sur les spécialités médicales, il y a une partie de médecine ambulatoire qui se développe, mais il y a, comme je le disais tout à l'heure, également des éléments de vieillissement de la population, des éléments de développement ou d'explosion des maladies chroniques, des contextes de vie qui font aussi qu'il y a beaucoup plus de familles qui sont seules, isolées, et que donc sur la partie des lits de médecine, il faut probablement qu'on soit extrêmement prudent dans leur évolution numérique. Les éléments issus de la crise, je pense qu'ils seront nombreux et les réflexions, ou en tout cas les leçons que nous devrons en tirer seront nombreuses. Parmi lesquelles, l'organisation spatiale de nos lits. Il y a combien nous avons de lits dans nos structures, mais comment sont-ils agencés les uns aux autres? Et on voit bien que le modèle vers lequel il faut évoluer, c'est un modèle quasiment exclusif de chambre seule. Puisque cette question de la situation sanitaire exceptionnelle, des épidémies, de l'épidémie que nous avons connue, c'est pas pareil, on n'a pas la même agilité, puisqu'on parlait d'agilité, dans des chambres seules ou dans des chambres à 2 lits, comme il en existe évidemment encore dans un certain nombre d'établissements. Il y en a par exemple sur un certain nombre de sites du CHU de Strasbourg. Et donc, il y a le nombre, il y a comment ces lits sont agencés les uns aux autres. La difficulté, c'est de savoir comment est-ce qu'on est en mesure
de rajouter des lits supplémentaires quand on en a besoin, mais de ne pas les garder ouverts lorsqu'on n'en a pas besoin. Les pédiatres savent faire ça. On sait que chaque hiver, il y a des épidémies de bronchiolite et que les services de pédiatrie arrivent à renforcer leur nombre de lits sur les périodes hivernales et à les diminuer de manière importante sur les périodes estivales, ce qui suppose quand même également une gestion des ressources humaines qui doit avoir une certaine forme d'annualisation qui n'est pas toujours non plus complètement simple à mettre en place. Pour les lits de soins critiques, ça a été dit par Paul Garassu, la comparaison Allemagne-France, il faut être prudent. Certains pays comptent dans les soins critiques que la réanimation et d'autres, vous l'avez dit, soins continus, soins intensifs et réanimation. Donc, il faut voir de quel périmètre nous parlons. En revanche, la situation du Covid démontre qu'il faut qu'on soit en mesure d'organiser des extensions de lits de soins critiques. Et donc, ça pose dans la conception hospitalière la capacité à avoir des formes de réserve quasi armées techniquement et qui pourraient être ouvertes. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait des effectifs en permanence s'il n'y a pas d'activité, mais en revanche qu'on réfléchisse à des réserves physiques pour nous permettre de nous étendre en cas de besoin. Je pense qu'en effet, ce sera une réflexion dans les conceptions architecturales. Mais il y a d'autres leçons que la crise sanitaire va nécessairement nous imposer dans une réflexion collective. C'est aussi la gestion des stocks. On a beaucoup parlé des équipements de protection individuelle et d'une manière de gérer les stocks qui était une manière de les gérer avec le bon stock nécessaire sans excès. Il faudra probablement que sur un certain nombre de stocks stratégiques, on puisse probablement avoir une vision un petit peu différente du volume de stock nécessaire dans nos établissements. Et on devra même se poser la question des logistiques de distribution, puisqu'on a bien vu que pendant la crise sanitaire, les établissements supports des GHT avaient été amenés à distribuer les masques à l'ensemble des hôpitaux du territoire dès l'instant qu'ils arrivaient de Santé publique France. Et donc, je pense en effet qu'il faut qu'au moins en situation sanitaire exceptionnelle, peut-être dans d'autres situations, il puisse y avoir aussi des logistiques de distribution territoriale qui soient construites demain en tenant compte des leçons de la crise sanitaire. Nous vous remercions et nous passons du coup à la dernière partie sur la vision de l'hôpital public. Comme on a vu avant, cette vision est souvent inquiétante pour nos futurs soignants, pour nos futurs professionnels. Et cette peur est nourrie par certains médias, comme on a pu voir. Je pense par exemple en 2017 à la polémique faite après une diffusion d'un numéro d'envoyé spécial par France 2. Cette émission, elle a énormément exagéré la prise en charge du coup du travail de nos soignants et qui a inquiété l'avenir de notre hôpital, donc le travail. Donc après cela, bien sûr, ça a été condamné par la Fédération hospitalière, ça a été condamné par certains groupements professionnels. Mais lors de cette table ronde, bien sûr, nous essayons de ne pas laisser sous le silence certains enjeux comme celui-ci. Et nous avons quand même l'impression que les médias s'amusent, sans mauvais jeu de mots, bien sûr, à tirer sur l'ambulance, bien sûr. Donc, du coup, on voudrait vous poser la question à tous les trois, un petit peu en conclusion de cette table ronde. On imagine que vous pouvez comprendre un petit peu l'appréhension de certains futurs acteurs du système de santé, même si vous avez déjà donné, durant cette table ronde, un avis plutôt optimiste et nous vous en remercions. Mais est-ce que vous pourriez encore, par rapport à tous ces enjeux-là, donner des conseils à nous, futurs éventuels acteurs du système de santé? Et je vais notamment relayer une question de Céline, une des étudiantes qui nous a laissé un commentaire, qui est le suivant. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui s'intéressent au domaine de l'administration des établissements de santé, mais qui craignent que le manque de moyens grandissant augmente leurs difficultés d'accès ou d'exercice
de ses fonctions. Donc voilà, c'est un exemple de question des appréhensions qu'on peut avoir. Peut-être, puisque cette question est axée sur l'administration des établissements de santé, Monsieur Galli, vous pouvez prendre la parole et donner des conseils et peut-être un message d'espoir un petit peu pour les futures générations d'acteurs. Et puis, messieurs, vous pourrez enchaîner en conclusion un peu de cette table ronde. Alors, des conseils, je me garderai bien. Un constat, lorsqu'on interroge les Français sur les services publics, le service public hospitalier est celui qui est plébiscité en termes de reconnaissance, en termes de qualité, en termes de disponibilité. Donc, nos concitoyens plébiscitent le service public hospitalier et les services de santé en général. On est encore dans une situation sanitaire exceptionnelle et le système de santé a montré, malgré tous les sujets dont nous avons parlé ce soir, sa formidable capacité à se mobiliser. Hôpital public, hôpitaux privés, une formidable capacité de mobilisation. Et lorsque on travaille à l'hôpital, on est dans un univers dans lequel il y a beaucoup de passion. Il y a de la passion parce qu'on prend en charge l'humain qui souffre, l'humain qui est malade. Et forcément, c'est un monde de passion. Il y a évidemment des difficultés qui peuvent être celles liées à la contrainte économique, au fait que l'hôpital est une organisation complexe. Moi, je crois qu'il faut, et ce que j'ai envie de dire, ça fait 20 ans, moi, que je travaille à l'hôpital public. C'est un exercice professionnel que j'ai choisi. Et lorsque j'y réfléchis, je me dis qu'il n'y a pas beaucoup d'autres exercices professionnels qui me passionneraient autant. C'est passionnant, c'est parfois difficile, délicat, comme beaucoup de métiers, je pense, à responsabilité, mais c'est réellement un métier passionnant. C'est un métier dans lequel on travaille au service, finalement, d'une cause essentielle, où on découvre des métiers que l'on n'imagine même pas lorsqu'on se lance dans ces études. Et très rapidement, pour des personnes qui voudraient travailler dans l'administration hospitalière, ils vont pouvoir probablement trouver des matières qui leur sont chères, la gestion des ressources humaines, pourquoi pas la gestion des marchés publics, etc. Mais dans un endroit tellement incarné, tellement vivant, tellement passionnant, avec un sens immédiat. Parce que lorsqu'on est à l'hôpital public, il y a quelque chose d'assez fabuleux, je trouve, c'est que lorsqu'on prend une bonne décision ou une mauvaise décision, le terrain nous la renvoie tout de suite. Donc, c'est exigeant. Mais par contre, ça participe quand même d'une utilité et on se sent utile au quotidien. Et donc, il faut probablement passer outre les difficultés et ressentir cette utilité. Peu de métiers, à mon avis, donnent autant d'utilité, peu de métiers pour les hospitaliers. Là, je sors de l'administration hospitalière. Voilà, donc il y a des difficultés, mais il y a un sens tellement profond que j'espère que ça donne un petit message d'espoir, puisque c'était votre commande. Je ne sais pas si c'est difficile d'enchaîner, parce que là, pour le coup, M. Galli, c'est vous qui avez tout dit. Moi, ça fait 30 ans que je suis hospitalier et je suis toujours aussi passionné par ce que je fais. Je pense que le médecin hospitalier, c'est le plus beau métier du monde. Hein. Il n'y a pas de doute, parce qu'effectivement, on soigne. L'hôpital est effectivement un monde à part où on croise effectivement toutes sortes de métiers, toutes sortes de gens. Où effectivement on ne se pose pas la question du sens de ce qu'on fait. Il y a un point puisqu'on s'était centré sur l'économie ce soir, il y a quand même un point qui n'a pas été dit, mais que je voudrais quand même souligner ce soir, c'est que, et moi en tant que médecin, pour moi, il faut quand même le rappeler, nous sommes dans un pays et dans un système qui permet de soigner tout le monde de la même façon, d'apporter la même qualité, et on ne se pose pas la question est-ce que le patient a de l'argent pour payer ou pas.
Alors effectivement, ça rejoint un petit peu, nous devons avoir une responsabilité collective de ce qu'on fait de cet argent, c'est bien entendu, mais c'est cette responsabilité collective qui permet que devant un patient donné, on ne se pose pas la question, est-ce qu'on peut utiliser ce traitement coûteux ou faire cette opération coûteuse. Et ça, je pense qu'il faut quand même le répéter, il n'y a pas beaucoup de pays, je pense, dans le monde, en dehors de l'Europe en tout cas, qui peuvent se targuer de ça. Et donc, vous imaginez bien que travailler dans ces conditions, c'est forcément un métier extraordinaire. Et cette question de la passion, effectivement, je pense que c'est un métier passionnant. Et peut-être ce que vous pouvez apporter, vous, qui êtes effectivement la nouvelle génération, c'est de vous approprier peut-être un peu plus, au-delà pour ceux qui sont des futurs médecins, au-delà bien sûr de l'apprentissage de votre métier, c'est de mieux appréhender le fonctionnement du système pour être acteur aussi du fonctionnement du système. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera effectivement à améliorer un petit peu tous les éléments dont on a parlé ce soir. Merci beaucoup. On espère que cette table ronde participe de cette mission-là, d'essayer de transmettre le fonctionnement du système de santé. Monsieur Garassu, à votre tour pour ce message. Oui, un message en 1 minute. Vous avez 3 passionnés devant vous ce soir. Pareil, tous les matins en tant que soignant, je suis content de faire ce que je fais. Mon métier, moi, j'ai réussi à le faire évoluer avec une curiosité. Je suis soignant à mi-temps et je m'occupe d'économie, de social, d'évolution sociétale. Et le rôle du soignant, il faut pousser les portes soi-même. Hein. Je veux dire, on peut, il y a quelques barrières, mais on peut faire évoluer sa carrière au sein d'un système, et ça a été dit, qui est qualitatif. On a une immense chance en France d'un système de santé qui est plutôt bien financé, plutôt bien quand on voit les comparaisons internationales, et deuxièmement, dont l'héritage est un héritage précieux qui va vous incomber, qui est complexe, qui peut paraître parfois rédhibitoire dans ses tensions, mais ça sera à vous justement d'apporter les solutions qui vous correspondent. Mais cet héritage, c'est un bienfait qu'il faut savoir protéger, qu'il faudra faire évoluer. Mais moi, j'ai un message très positif comme en écho de ce qui vient d'être dit, aussi bien pour le côté soignant que sur le côté administratif, gestionnaire. Ce sont des très belles carrières, ce sont des métiers passion qui sont au service des populations, et je vous promets qu'on est content de se lever tous les matins pour l'exercer, ces métiers. Merci beaucoup. Vos messages me redonnent le sourire en tant qu'étudiant en médecine. Et avant de clôturer cette table ronde, nous avons une dernière question de Cécile, qui est la suivante. Donc, pensez-vous que la crise du Covid permettra à la nouvelle génération de directeurs d'hôpital de penser l'hôpital différemment? Qui peut se lancer sur cette question pour finir cette table ronde? Si je savais ce qui se passe dans la tête d'un directeur d'hôpital, je n'aurais pas. Peut-être écouter, c'est M. Galli répondre, non? Oui, la crise du Covid, elle va probablement. Le directeur d'hôpital, il a une responsabilité de gestion, évidemment, mais il doit être un acteur de santé publique. Il n'est pas nécessairement médecin dans sa formation, on en a parlé, il est même plutôt rarement à l'hôpital public. Pour autant, les sujets de santé publique doivent le préoccuper. Et les sujets de prévention dont j'ai eu l'occasion de parler doivent également être probablement un élément important dans le métier. Et je pense que le directeur d'hôpital demain, au-delà des compétences traditionnelles qui doivent être les siennes, doit vraiment, avec sa communauté médicale, s'intéresser à des sujets de parcours, à des sujets de santé publique, à des sujets de prévention, à la compréhension des transformations qui sont à l'œuvre dans le système de santé. On n'a pas parlé, ça mériterait probablement une autre table ronde, mais des sujets de big data, de traitement des données, d'intelligence artificielle, de télémédecine qui sont en train de bousculer et probablement de faire évoluer très rapidement l'organisation du système de santé. Et donc un directeur d'hôpital
à l'issue de cette crise sanitaire, mais à un moment particulier aussi d'une forme de révolution industrielle qui est liée au numérique, doit se poser donc ces questions de territorialisation de l'offre, de prévention et de qu'est-ce que la robotique, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que le big data va amener dans le système de santé et comment on peut accompagner les professionnels de santé, médicaux et non médicaux, dans ces transformations. Comme une autre transformation peut être à l'œuvre, c'est celle des coopérations entre les métiers. On a des métiers médicaux, on a des métiers paramédicaux, mais il y a également la possibilité de trouver des formes de métiers intermédiaires. On parle beaucoup d'infirmières de pratique avancée à qui on peut déléguer des tâches. Bernard Guachot en parlait tout à l'heure. Et ça aussi, c'est des sujets assez passionnants sur l'évolution de notre système. Ce n'est pas simplement la crise sanitaire qui crée ces évolutions, probablement en renforce-t-elle certaines, mais le système de santé va aussi évoluer avec ces nouveaux paradigmes dont on n'a pas parlé, mais qui sont, me semble-t-il, là aussi passionnants pour nos métiers. Nous vous remercions pour votre participation, pour avoir… Monsieur Garçu, vous voulez intervenir? Oui, juste la question était parfaitement dédiée à Monsieur Galli. Je voulais juste rajouter, mais hors sujet, la crise Covid a remis la santé au centre des débats publics. Et moi, j'ai un super sujet à proposer à vous tous, étudiants en Sciences Po et médecine. Les élections l'année prochaine, l'Europe de la santé, ça fera partie des réflexions générationnelles qui vont devoir être réfléchies tous ensemble. Et je pense qu'il y a un super sujet à travailler avec vos enseignants. Nous gardons l'idée en tête. Merci beaucoup. Et comme je disais, nous vous remercions tous les trois d'avoir répondu positif à ce projet. Nous remercions toutes les personnes qui sont en train de regarder en live et toutes les personnes qui vont re-regarder par la suite. Et avant de clôturer, nous aimerions tout simplement faire passer un message qui nous tient à cœur, notamment en tant que femme, mais Olivier est aussi touché comme moi, et surtout par cette semaine qui est marquée par le Jour international droit des femmes. Comme vous avez pu voir, on a 3 intervenants masculins, mais ce n'est pas par manque de recherche d'une intervenante féminine. Malheureusement, cette table ronde est en train d'être organisée depuis très longtemps, depuis le mois de septembre, et aucune de